La paix dans le monde et les dangers qui la menacent, c'est le thème de notre édition spéciale. Avec nous pour en parler, Jean-Pierre Raffarin. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez été Premier ministre français et vous avez décidé de lancer aujourd'hui une organisation non gouvernementale qui s'appelle Leader pour la paix. À vos côtés, Enrico Letta, également ancien chef du gouvernement, mais en Italie. Vous avez été donc Premier ministre. Vous dirigez aujourd'hui l'École des affaires internationales de Sciences Po, partenaire de Leader pour la paix. Sciences Po, où étudient deux autres invités qui sont avec nous. Fatou Ndiaye, bienvenue à vous également. Julia Gandon, on va commencer par l'actualité. Jean-Pierre Raffarin, 59 morts à Gaza, plus de 2400 blessés. Transfert de cette ambassade américaine de Jérusalem, de Tel Aviv à Jérusalem. Que vous inspirent ces nouveaux événements qui ensanglantent le Proche-Orient ? La tragédie continue, c'est une guerre terrible qui se livre ici, et c'est au fond une guerre sans issue politique aujourd'hui. Et l'issue politique qui avait été pensée, celle des deux États, est progressivement affaiblie, progressivement abandonnée. Et on rentre dans une situation où la violence est la règle, mais aussi l'avenir. Et c'est tout le sujet aujourd'hui des conflits. C'est comment trouver une solution politique à des conflits. Comment sortir de la voie armée, puisque nous sommes ici en état de guerre. Et c'est toute la réflexion de Leader pour la paix. C'est quelle est la place de la politique, quelle est la place du projet, comment sortir de cette violence. Parce qu'on voit bien qu'à cette escalade répondra une autre escalade du camp d'en face. Et au total, M. Trump, sur ce sujet, il a jeté de l'huile sur le feu avec sa décision unilatérale. C'est par le dialogue, il faut remettre les gens autour de la table, prendre du temps pour discuter et construire une issue politique. Les guerres créent des guerres. Et la guerre elle-même ne peut pas nous amener la paix. Il faut trouver une solution politique et revenir, de mon point de vue, à la solution des deux États. Enrico Letta, votre réaction à ce qui se passe au Proche-Orient ? Franchement, c'est terrible. On s'attendait, parce que ce que la décision provocatoire et très symbolique sur l'ambassade des États-Unis, il était clair, absolument clair, que ça aurait eu des réactions. Mais ce qui est terrible, c'est le fait que ces réactions-là donnent l'idée qu'il n'y a pas de futur dans tout ça. Ça va continuer, ça va être encore pire. Ce n'est pas seulement la question de l'ambassade. Les États-Unis ont complètement coupé l'aide aux réfugiés menée par les Nations Unies en Palestine, et ça va rendre encore tout ça encore plus compliqué. Et je pense que c'est la conséquence d'une politique internationale toute basée sur le bilatéralisme, l'unilatéralisme. Et justement, on va parler du multilatéralisme et du bilatéralisme. Je disais tout à l'heure étudiante, je vais préciser que vous êtes diplômée de management public international, toutes les deux, donc à l'École des affaires internationales de Sciences Po. Est-ce que ce genre de conflit, on l'enseigne à Sciences Po ? En fait, on a l'occasion, dans le cadre de nos études, de choisir des cours et des spécialités justement pour nous préparer dans nos futures carrières, dans nos futurs métiers, sur la gestion de risques et le risque de conflit, que ce soit ma collègue qui a fait du project management pour gérer directement sur des projets plus concrètement, ou moi qui me suis spécialisée dans les affaires européennes. On peut penser aujourd'hui qu'en Europe, on est à l'abri des conflits, alors qu'au contraire, on voit une multiplication des conflits dans le voisinage européen, et c'est justement un sujet qui est à l'ordre du jour dans nos études aujourd'hui. Alors avec Leader pour la paix, vous avez participé ce matin et tout au long de la journée à des rencontres. Vous avez pu échanger avec ces leaders que nous avons notamment ce soir en première partie et que nous aurons en deuxième partie. Comment ça s'est passé ? C'était une occasion inespérée de pouvoir échanger avec ces leaders ce matin. Et le plus intéressant, en fait, c'est de voir comment chacun a apporté sa vision du monde, en fait. On a eu M. Enrico Letta qui nous a parlé de l'importance de préserver le multilatéralisme. On a eu le représentant iranien qui a présenté sa vision de l'accord iranien. Et pour nous, c'était vraiment une occasion exceptionnelle. On emploie des mots que tout le monde ne comprend pas forcément. C'est quoi le multilatéralisme pour vous ? Le multilatéralisme, c'est en fait un système international qui met en valeur les relations entre les États au sein d'organisations qui sont reconnues par tous, plutôt que des relations bilatérales, c'est-à-dire des relations entre deux États.
Alors on va poursuivre maintenant avec quelques réactions qui se multiplient partout dans le monde au sujet de ces événements au Proche-Orient. La France condamne, je cite, les violences des forces armées israéliennes. On va écouter aussi le chef de la diplomatie suisse, Ignacio Cassi, qui est en ce moment en Jordanie, et le Premier ministre belge, Charles Michel. Nous resterons des défenseurs du droit à la sécurité d'Israël, mais dans le même temps, on ne peut pas accepter que des violences qui sont disproportionnées, qui mènent donc à des tragédies, soient autorisées. Je suis profondément touché par cette montée de la violence ici au Moyen-Orient et à propos du nombre de personnes tuées. Je lance un appel à toutes les parties pour éviter de nouvelles violences. Autre réaction dans le monde francophone, celle de la chef de la diplomatie canadienne, Chrystia Freeland, qui se dit, je cite, très préoccupée par la violence à Gaza. C'est inexcusable, dit-elle, que des civils, des journalistes et des enfants aient été pris pour cible. On signale d'ailleurs que Reporters sans frontières a décidé de saisir la Cour pénale internationale contre Israël pour crimes de guerre, puisque des journalistes ont été visés. Jean-Pierre Raffarin, on le voit, depuis des décennies, toute l'impuissance de la communauté internationale, parce que franchement, il y en a eu des résolutions des Nations Unies sur ce conflit israélo-palestinien. Vous, dans ce contexte, quelle est la vocation de leader pour la paix? Est-ce que c'est d'abord de sensibiliser l'opinion publique aux risques qui nous guettent? Oui, il y a naturellement d'abord une prise de conscience qu'il faut essayer de développer. Notre monde est très dangereux. Franchement, moi, ça fait 40 ans que je fais de la politique. Je n'ai jamais vu le monde aussi dangereux. Et quand, dans ma jeunesse, après la Seconde Guerre mondiale, on parlait de sujets du monde, on ne pensait jamais à la guerre. La guerre était impossible. Aujourd'hui, dans un grand nombre de réunions, la guerre est une hypothèse parmi d'autres. Donc on voit bien qu'on a besoin de prendre conscience de cette gravité. Alors nous voulons développer une pédagogie des crises. Alors, pas les crises qui sont celles qui sont déjà traitées forcément au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais les crises qui sont émergentes. Et sur cette pédagogie-là, on veut essayer de développer une sorte de regard neuf. Pourquoi neuf? Parce qu'on a déjà réuni autour de la table un certain nombre de gens de manière multilatérale. Parce que le multilatéralisme, c'est un peu ce que nous faisons là, c'est mettre des gens autour de la table, comme vous le disiez tout à l'heure, pour qu'on puisse discuter ensemble. Donc aujourd'hui, quand on parlait d'un sujet ou d'un autre, il y avait l'Israélienne qui était là, il y avait l'Iranien qui était là, il y avait le Chinois, il y avait l'Américain, il y avait le Russe. On était tous ensemble à discuter ensemble. Souvent maintenant, d'ailleurs, on adopte des sanctions avant même de discuter. Voilà. Et alors ensuite, ça c'est un autre point, mais qui est très important. Nous pensons que la boîte à outils diplomatique dont on se sert dans les organisations multilatérales aujourd'hui, elle est un peu usée. On procède un peu toujours de la même manière, on crée des groupes de contact, on envoie un envoyé spécial des Nations Unies et on crée des sanctions. Et quelquefois, les sanctions, elles sont contre-productives. Quelquefois, vous sanctionnez un pays et le dictateur de ce pays peut utiliser ces sanctions pour montrer, regardez, l'ennemi est à l'extérieur, ils nous en veulent au peuple. Il prend la défense du peuple contre l'étranger, alors qu'en fait, ce qui est pris comme décision, c'est pour le peuple. Donc, ce que nous voulons, c'est pratiquer, au fond, un dialogue renforcé et trouver des issues sur des crises qui sont les crises de demain et qui sont très préoccupantes. Et on va y revenir un peu plus tard et aussi dans la deuxième partie. Enrico Letta, quel sera au juste votre rôle au sein de Leader pour la paix? Bon, on a décidé, je remercie beaucoup M. Raffarin d'avoir eu cette intuition de avoir les étudiants strictement associés à tout ça. Je pense que c'est très important parce que quand on met ensemble des gens qui ont eu des responsabilités, ce sont des gens qui ont naturellement un âge. Et l'âge fait en sorte que la nécessité de parler aujourd'hui avec les jeunes, d'échanger avec les jeunes, c'est quelque chose qui aide les jeunes. C'est une grande expérience, ils étudient chez nous, mais le fait d'être en contact direct, live, on parlait de l'Iran, être là avec l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Iran, qui vous explique leur point de vue. Et ça, c'est quelque chose de plus que lire ou étudier sur un texte écrit. Et d'un autre point de vue, je pense que c'est très bien pour les leaders qui sont présents là, parce que ce sont des leaders qui sont défiés par des jeunes. Une jeune génération, une autre génération qui a un langage différent, une maîtrise des moyens, des outils technologiques complètement différents et qui a un regard sur les aspects du monde aujourd'hui et du numérique, parce que, disons la vérité, le numérique change la diplomatie. Le numérique
intervient aussi sur paix ou guerre. Donc c'est très important d'avoir cet échange. Et justement, avec les sur ce mot guerre, Fatou Ndiaye, sans conscience de la guerre, pas de mobilisation pour la paix, dit Jean-Pierre Raffarin. Je répète, sans conscience de la guerre, pas de mobilisation pour la paix. Ça pourrait être un sujet de philosophie. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est la volonté humaine qui crée la guerre. Et je pense que ce que la volonté peut faire, la volonté peut le défaire. Et je pense qu'il suffit d'une volonté partagée par tous, à la fois par les dirigeants politiques, par les dirigeants d'entreprise, par nous, les jeunes. Il suffit de cette volonté-là pour pouvoir porter un projet de paix qui serait bénéfique à tous. On a parlé du multilatéralisme. Que retenez-vous de ces échanges de ce matin? Moi, j'ai été personnellement assez marquée par le fait que le panel et les leaders venaient d'horizons très différents, avaient eu des expériences très différentes, certains dans le privé, beaucoup dans le public, mais tous accentuaient le fait que sur tous les continents aujourd'hui, il y a un risque d'évolution des conflits, il y a vraiment un risque pour la paix aujourd'hui. Et je pense que ce qui était le plus marquant pour nous, on était un groupe de 6 étudiants avec des origines différentes et on était intéressés par des continents différents. Mais ce qui nous a choqués, c'est que justement, la notion de conflit est présente partout aujourd'hui et la notion, elle est urgente en fait. Et vous le disiez tout à l'heure, elle est présente et y compris aux portes de l'Europe, notamment en Ukraine. C'est l'une des images du jour. Vladimir Poutine qui a inauguré, vous allez le voir à sa manière, le nouveau pont qui relie la Crimée, péninsule annexée il y a un peu plus de 4 ans par Moscou. Kiev est bien entendu très en colère ce soir. Des images commentées par Pascal Vesset. Vladimir Poutine, au volant d'un camion orange, est venu en personne inaugurer ce pont pharaonique long de 19 km et qui relie pour la première fois la Crimée à la Russie. Dès mercredi, les voitures et les autobus pourront l'emprunter selon le Kremlin et pour les trains, il faudra attendre fin 2019. Pour Moscou, à l'initiative de ce projet, il s'agit d'un exploit réalisé en un temps record, 2 ans. Son objectif, permettre à la Crimée, péninsule de plus de 2 millions d'habitants, de ne plus se sentir isolée en accueillant dès cet été de nombreux touristes russes. Bonjour chers amis, sincèrement je vous félicite en ce jour de fête historique parce que de tout temps les gens ont toujours rêvé qu'on construise ce pont et grâce à votre travail et à votre talent, ce projet, ce miracle s'est enfin réalisé. Mais pour l'Ukraine et l'Union européenne, il s'agit une fois encore pour la Russie de marquer son assise sur la Crimée dont l'annexion en mars 2014 n'a jamais été reconnue. Annexion à l'origine aussi d'une crise sans précédent. Commencée en 2016, la construction de ce pont titanesque avait pourtant été considérée comme illégale par Kiev et les Occidentaux. Aujourd'hui, l'Union européenne a condamné cette nouvelle violation de la souveraineté de l'Ukraine par la Russie. Même son de cloche côté ukrainien, le Premier ministre a accusé la Russie de bafouer le droit international et promis qu'un jour la Crimée retournera à l'Ukraine. Jean-Pierre Raffarin, on a Vladimir Poutine d'un côté, il y a Xi Jinping, le président chinois de l'autre, il y a Donald Trump de l'autre. Très sincèrement, le multilatéralisme, ça va être compliqué quand on voit la force de ces dirigeants. Ils n'ont pas tous la même position sur les questions multilatérales. Ouais. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que M. Trump, à 3 reprises, vient de prendre des décisions politiquement extrêmement stratégique de manière unilatérale. Quand il sort de l'accord de Paris sur l'environnement, quand il sort de l'accord de l'Iran et quand il décide d'implanter son ambassade à Jérusalem. Et donc, dans ce contexte-là, on voit que M. Trump remet en cause les principes du multilatéralisme. On l'a vu pour la Crimée, c'était aussi une décision unilatérale. La Chine, elle, pour le moment, fait campagne plutôt pour le multilatéralisme. Donc, il faut être attentif à tout cela. Mais il y a une vocation chinoise qui est plus aujourd'hui d'assumer une relation internationale comme la route de la soie en associant un certain nombre d'autres partenaires. Mais il faut être très vigilant sur tout ça pour favoriser le dialogue. Vous savez, on n'a aucune chance de déboucher sur un monde équilibré si on ne crée pas des institutions, un droit, l'état de droit, pour respecter un certain nombre de règles communes. Et c'est ça qui va créer les désordres. Et c'est ça qui fait que M. Trump, aujourd'hui, présente une certaine dangerosité pour l'équilibre du monde. C'est qu'il n'a pas l'air de vouloir tenir compte du droit. Et le droit international, ça existe avec des institutions qui sont là
pour le faire respecter. Ouais. Enrico Letta, vous évoquiez justement le nucléaire iranien. Vous aussi, Jean-Pierre Raffarin. On va peut-être voir l'image justement du chef de la diplomatie iranienne qui multiplie l'offensive diplomatique pour tenter de sauver cet accord nucléaire. On le voit ici avec Federica Mogherini. C'était cet après-midi à Bruxelles. Enrico Letta, tout de même, leader pour la paix, c'est bien, mais on se dit c'est quand même un aveu d'échec de l'ONU. Il y a le Club de Rome, d'ailleurs, ça fait un peu penser au Club de Rome aussi, un cercle de réflexion comme ça. C'est tout de même avant tout à l'ONU que doivent se régler les décisions. Vous, c'est quoi l'idée? C'est vraiment de faire un travail de sable, de fond, vers les nouvelles générations aussi? On pense qu'il faut faire de la contre-influence. Parce qu'aujourd'hui, comme vous disiez correctement, le monde, le mood, l'ambiance n'est pas très favorable au multilatéralisme. Mais en vérité, il faut mettre à l'évidence que quelques-unes des plus importantes résultats qu'on a eus, c'est grâce au multilatéralisme. Nos enfants vont vivre dans un climat meilleur grâce à l'accord de Paris de 2015, qui a été un accord multilatéral. Donc, à la fin, il faut faire ce travail de contre-influence. C'est pour ça qu'il faut meuler ensemble grands leaders, les jeunes, les étudiants, et c'est pour ça que ce travail que Sciences Po est en train de faire avec Leaders pour la paix est, je pense, le bon mix pour faire monter en puissance cette idée que la paix peut gagner et on peut avoir un avenir de paix grâce au multilatéralisme. La paix peut gagner. Cette édition spéciale se poursuit. Vous êtes sur TV5 Monde. Merci d'avoir choisi 64 minutes. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous pour cette première partie. Jean-Pierre Raffarin, on vous retrouve tout à l'heure dans la deuxième partie avec nos autres invités.